Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi La Barite TV. Tout de suite les titres. Le MNSD Nassara a exclu 9 de ses militants hier, une décision qualifiée d'un non-événement par les concernés. Situation sociale du Niger, le collectif des organisations de défense des droits de l'homme, CODE, se prononce. Plusieurs militants du parti MNSD Nassara qui soutiennent la formation du gouvernement de large ouverture exclus du parti au terme d'une session disciplinaire. Une décision qualifiée d'un non-événement par les concernés. Voici le reportage de Hassan Saleh Mustafa et Sadou Doumi. Nouvel épisode de la crise qui secoue le parti MNSD Nassara depuis la formation du gouvernement de large ouverture en août dernier. Gouvernement au sein duquel quelques militants et pas de moindre siègent. 6 mois après, le MNSD Nassara décide d'exclure définitivement certains militants. La décision a été prise ce jeudi 13 février au terme d'une session disciplinaire du bureau politique national. Soucieux du respect des dispositions, soucieux du respect de la discipline au sein du parti et résolu à faire respecter les textes du parti, le bureau politique national, après avoir épuisé toutes les procédures disciplinaires prescrites par les textes du parti. Devant cette situation et conformément au statut et règlement intérieur du parti et à l'unanimité de ses membres présents, le bureau politique national du MNSD Nassara a décidé de l'exclusion définitive du parti des personnes dont les noms suivent. Amadou Salifou, section de Niamey. Alma Oumarou, section de Zender. Albade Abouba, section de Tawa. Wassalke Boukari, section de Tilaberi. Ada Chefou, section de Tilaberi. Hassan Nyeli, section de Tawa. Mahamadou Zada, section de Dosso. Siraji Isaka, section de Zender. Issoufou Oumarou, section de Maradi. Pour se concerner, cette décision du parti est un non-événement et elle est de nul effet. J'ai entendu que le bureau politique du MNSD s'est réuni en session disciplinaire pour procéder à l'exclusion de 9 membres du bureau politique. Si vous avez bien analysé la situation, il s'agit de 9 personnes bien identifiées. Mais en vérité, est-ce qu'il s'agirait de 9 personnes? Parce que dans la situation actuelle que le désormais futur ex-président du MNSD, Seyni Oumarou, tel qu'il sait et que nous avons avec nous la majorité des membres du bureau politique, la majorité des députés, la majorité des présidents de coordination, la majorité des présidents de sous-section, la majorité des conseillers municipaux. Nous avons le parti avec nous. Nous n'avons pas besoin de faire du bruit comme eux. C'est pour ça que depuis un certain temps, nous sommes restés sereins et calmes. Parce que nous sommes en train d'évoluer, et vous le constatez, en engrangeant de grands succès. Et d'ailleurs, c'est ça qui les a placés dans cette situation de peur panique. Sinon, je vous répondrai qu'il s'agit d'un non-événement. Cependant, le bureau politique national du MNSD Nassara a fait cette mise au point. Ces personnes exclues ne peuvent plus ni parler au nom du MNSD Nassara, ni utiliser ces insignes sous peine de poursuite devant les tribunaux compétents. Cette procédure disciplinaire s'étendra, selon la procédure d'urgence, à tout membre du bureau politique national qui n'a pas respecté la discipline du parti. Mais pour les dissidents, ce message est tombé dans les oreilles des sourds. Hamazada signe et persiste qu'il reste et demeure toujours militant du MNSD Nassara. Et cette idée-là, nous savons précisément de qui elle vient. De quelques individus qui grappillent autour de lui, de ceux qui restent de son entourage. Nous soutenons le président de la République, Mamadou Issou, nous soutenons son programme de la Renaissance et c'est ça notre position. Elle ne va pas varier d'un iota. Le premier événement, c'est ça qui les a mis dans cette situation de panique. Le second, nous les avons fait expulser du siège régional de Niamey. Et à 3 jours, nous les avons fait expulser du siège régional de Tilaberi.
Et ils savent que demain, Inch'Allah, nous tiendrons un meeting à Tillabéri. Et il y aura d'autres choses que nous n'allons pas vous dévoiler. Ils ont joué exactement comme nous l'avons souhaité. Selon les turiféraires lesquels qui restent autour de du futur ex-président du MNSD, il s'agit de créer un effet psychologique sur les militants du MNSD. Pour que voilà, les 9 là, on les a exclus, c'est fini, ils ne font plus partie du MNSD, vous restez avec nous. Mais non, chacun a sa base. C'est une nouvelle situation que connaît désormais le plus grand parti qui a dirigé le Niger pendant 10 ans. Une situation qui risquerait d'être identique à celle du parti CDS Rahama qui a duré près de 3 ans et qui est toujours devant les juridictions qui trancheront en principe ce 25 février prochain. Après la CDS Rahama, le MNSD Nassara, probablement prochainement ce serait le tour d'un autre parti divisé, le moderne FA Lumana. N'a-t-on pas coutume de dire les mêmes causes produisent les mêmes effets? Depuis le retrait du parti Modern Falumana de la mouvance au pouvoir et surtout depuis la dernière sortie médiatique internationale de M. Hassoumi Massaoudou sur Radio France Internationale, le débat semble se focaliser sur un certain nombre de sujets jusqu'ici tabous, dont certains ayant trait au régionalisme et ethnicisme. C'est ce qui a motivé le dossier de Issa Hamid Mayaki. Région, ethnie. Et par extension ou extrapolation, région, ethnie, parents, amis, alliés, connaissances. Tous ces termes ont en commun d'avoir amorcé ces tout derniers jours un retour en force dans le vocabulaire singulier de la scène politique nigérienne. Pas de doute donc, le virus du régionalisme et de l'ethnicisme est en certains des Nigériens. Mais ceux-là ne doivent pas avoir la mémoire courte au point de vouloir tordre le cou à l'histoire sociale et aux véritables valeurs sociales que cette histoire sociologique traîne. Et nous, les Nigériens, c'est comme si on a la mémoire courte. Si nous regardons sur le plan historique, le passé du Niger, si on prend le passé lointain, le Niger, les gens qui vivaient dans l'espace nigérien avaient toujours eu des contacts avec les autres peuples. Et si on regarde un passé un peu plus récent également, au niveau juste après les indépendances, nos dirigeants politiques, ils se mariaient par-ci, par-là, donc leurs épouses ne sont pas issues de leur groupe ethnique. Et donc, eux, ils ont développé vraiment un brassage. Et je crois que nous devrons tirer des leçons à partir de cela. Histoire ancienne pour histoire récente. Aujourd'hui, sur ce plan, le tableau que l'on pourrait brosser est le suivant. Manque de confiance entre les Nigériens, égocentrisme, primauté de l'intérêt personnel au détriment du bien-être collectif, sans oublier le repli identitaire. Mon ethnie ou rien, ma région ou rien. C'est en réalité les symptômes d'une certaine crise. La mouvance n'était pas comme ça au début. Il y a eu une partie qui avait quitté. Et ça, c'est le changement. Et ce changement-là a porté cette crise-là. Tout porte à le croire, l'ethnicisme, le sectarisme, le régionalisme sont bel et bien dans nos murs. Or, au sein d'une nation, une vraie nation, l'unité est une condition d'existence, pas un désir. Les Nigériens sont obligés de vivre ensemble. Ils sont condamnés à vivre ensemble. Les petits groupes, si les gens ne veulent pas vivre ensemble, s'il y a une division, on ne pourra plus parler de pays et les vies seront menacées. La force réside en réalité dans l'union, dans l'unité. C'est là que réside la force et même la prospérité économique, la prospérité financière et toutes ces richesses-là, ça se trouve vraiment dans la vie d'ensemble. Par conséquent, il est très dangereux de dire qu'un tel est d'une région particulière et que tel d'une autre région spécifique. Pire, il est extrêmement grave de dire qu'un tel est Hausa, tel autre Zarma, Sonrai, Fulfulde, Tamashek, Arabe,
ou gourmandier. Que des individus sortis du commun des Nigériens se lèvent un beau jour pour exprimer une telle revendication pourrait bien prêter à sourire. Mais le danger ici est que ce phénomène est lié aux enjeux du pouvoir et met en scène les véritables acteurs du pouvoir. Il y a bien sûr la question du pouvoir parce que c'est les politiciens qui y sont impliqués. Mais en démocratie, quand il y a une situation, et dans le jeu normal de la démocratie, c'est vraiment de chercher des arguments et des arguments qui sont sains, des arguments qui sont défendables. C'est le manque d'arguments qui fait que les gens descendent et puis commencer à parler de ces choses-là qui divisent. C'est vrai qu'une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Comme quoi, ce n'est peut-être pas parce qu'il y a 1, 2, voire 3 personnages qui peuvent bien se prêter ou s'adonner à ce jeu qu'il faille nécessairement s'alarmer. Or, enfuir sa tête sous le sable comme le ferait l'autruche pour ne pas voir la réalité en face est la pire des attitudes, car cette même attitude désinvolte finira par sauter au visage avec une violence encore plus unie aux conséquences dramatiques des plus accrues. Ça peut avoir un effet très dangereux. Effectivement, les gens peuvent suivre et développer ce genre d'idées, répandre ça un peu partout. Et c'est là où encore les leaders, quand ils voient ça, il doit être en mesure d'arrêter ça. Si c'est réellement un leader qui aime son pays, il doit être en mesure de... Ou lui, s'il ne le fait pas, ses proches collaborateurs qui sont à côté de lui doivent l'interpeller et prendre des mesures pour que cela s'arrête. Chez les Nigériens, ou disons-le expressément au niveau de nos politiciens nigériens. Quant aux intellectuels et cadres nigériens, ils ont jusqu'à présent évité d'aborder de front cette question de régionalisme et d'ethnicisme. Le Bureau national de coordination du collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie, CODE, s'est réuni ce matin à son siège à l'effet d'examiner la situation sociopolitique de notre pays. La rencontre a été sanctionnée par une déclaration dont je vous propose de suivre la teneur avec le coordonnateur du CODE, Kani Abdoulaye. Constatant que le Niger vit aujourd'hui un contexte inopportun, où la classe politique entretient un climat qui risque d'engendrer des menaces à la paix, à la démocratie et à la stabilité sociale. Constatant que la classe politique perd de plus en plus ses capacités de communiquer, de dialoguer, de mettre en œuvre son esprit critique de façon constructive. Constatant que le seul but de la classe politique dans son ensemble est de conquérir ou de se maintenir au pouvoir, sans se soucier de poser des actes de nature à diviser les citoyens au lieu de les unir. Considérant que la classe politique, dans le contexte actuel, feint d'oublier les véritables préoccupations des Nigériens qui sont, entre autres, l'accès aux services sociaux de base, la lutte contre l'insécurité et le sous-développement. Soulignant que des comportements de telle nature créent le plus souvent un terrain propice aux troubles, à la cohésion sociale avec les conséquences lourdes sur la vie de la nation. Le collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie, CODE, dénote avec beaucoup de regrets l'insouciance manifeste de la classe politique appelant au clivage, mettant ainsi en danger le droit et la sécurité tant préservés par le peuple. Au vu de tout ce qui précède, le CODE lance un vibrant appel à la classe politique d'épargner les citoyens des conflits personnels et privés, d'utiliser les mécanismes conventionnels de règlement des différends tels que prescrits par la Constitution de la 7e République, notamment la Commission nationale des droits humains, le Conseil national de dialogue politique, le Conseil de la République. Aux médias, de privilégier les débats constructifs et éviter tout propos incendiaire de nature à porter atteinte à la paix et à la cohésion sociale. Faire preuve de professionnalisme et de rigueur dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information, tout en rappelant aux hommes des médias leurs responsabilités sociales. Aux organisations de la société civile de militer en faveur de la paix et de la cohésion sociale, de redoubler de vigilance et jouer objectivement leur rôle de défense des valeurs démocratiques et républicaines. Aux citoyens de ne pas se laisser entraîner dans des querelles partisans et égoïstes
qui ne profite qu'aux seuls politiciens, qu'il continue à cultiver la cohésion sociale, la fraternité, l'unité nationale, ces valeurs séculaires qui constituent de faire la fierté de notre cher pays Niger. Vive le Niger, vive la République démocratique et sociale, indivisible. Fête à Niamey le 14 février 2014. Je vous remercie. La Fondation Orange de l'opérateur du même nom a procédé cet après-midi à Niamey à une remise de dons de manuels didactiques au ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. D'une valeur de 36 millions de francs CFA, ce don a été réceptionné par la ministre de tutelle en présence de ses collaborateurs et du directeur général d'Orange Niger. Compte rendu Adamou Soumana et Aboubakar Saleh. 17 000 manuels scolaires des éditions Lafont, ainsi que des équipements adaptés aux classes spécialisées pour les malentendants et malvoyants, telle est la composition d'une donation de la Fondation Orange au système éducatif nigérien, objet de la présente cérémonie. Une énième intervention qui rentre dans le cadre de la politique de responsabilité sociale d'entreprise d'Orange Niger, vivement saluée par la ministre en charge de l'enseignement primaire. Ces gestes qui viennent de s'ajouter aux appuis multiformes de la Fondation à notre département ministériel, comme vous venez de les citer, Monsieur le Président, dont notamment la construction des classes, la dotation des écoles en matériel informatique, l'appui à la scolarisation des filles. Et ces appuis multiformes et inestimables témoignent ainsi de la volonté de la Fondation Orange à accompagner le gouvernement dans la réalisation de ses objectifs de scolarisation de qualité de tous les enfants nigériens. Et c'est pourquoi je voudrais, au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Issouf Mahamadou, au nom du gouvernement et au nom de tous les écoliers nigériens, témoigner toute notre gratitude à l'endroit de la Fondation Orange pour son engagement à accompagner l'école nigérienne. Et je puis vous assurer, Monsieur le Président, que toutes les dispositions seront prises pour que ces manuels et ces équipements aillent à leurs destinataires et qu'ils en fassent un bon usage. Déterminé à accompagner le gouvernement nigérien dans ses efforts de faire de la jeunesse du pays une force d'innovation, de crédibilité et de développement, la Fondation Orange ne ménage pas ses efforts pour une amélioration de la qualité de l'enseignement. Depuis 5 ans que la Fondation Orange intervient au Niger, principalement un de ses axes prioritaires reste et demeure l'éducation. Et nous appuyons donc le ministère de l'Éducation nationale directement en matériel didactique comme aujourd'hui, comme diverses actions avec des ONG et d'autres acteurs dans le secteur de l'éducation au Niger. Suivant les niveaux et suivant les types de populations scolaires, nous ciblons, on va dire, nos actions de cette manière-là. Un geste qui doit faire école car sans éducation, point de développement. Il appartient alors aux encadreurs et apprenants de faire bon usage de ces manuels didactiques. Les élèves de l'Institut nigérien d'enseignement technologique ont visité ce matin l'entreprise nigérienne de textile Enitex. Une sortie qui vise à renforcer le cursus des élèves afin de les amener à mieux préparer le mémoire. Compte rendu Assoumana China et Aboubakar Saleh. C'est une visite qui répond aux exigences du programme que l'Institut nigérien d'enseignement technologique a organisé pour ses élèves. Cette visite à l'Enitex a concerné les élèves en BTS2, en communication et en comptabilité de l'INET. Une visite dont l'objectif est d'apporter un plus dans la formation professionnelle de ses élèves. On rentre dans la politique générale de l'école, d'amener chaque année les étudiants en visite d'entreprise. Bien, cela pour plusieurs raisons. Cette année, nous avons les communicateurs que nous avons amenés ici. Bien, cela vise à renforcer un peu leur cursus scolaire, d'une part, et d'autre part, à la fin de l'examen, ils sont obligés de présenter un rapport, je dirais un mémoire, de fin d'études. Et dans ce mémoire, ils devraient expliquer dans une grande partie, n'est-ce pas, les visites qu'ils ont eues à entreprendre dans l'entreprise. D'une manière générale, les communications. Nous verrons donc après ces visites en entreprise, je crois que bientôt, ils devraient visiter les presses, les télévisions. Donc tout cela entre dans le cadre de leur cursus scolaire. Ces élèves ont eu droit à une visite guidée des installations de l'Enitex et reçu d'amples explications sur le fonctionnement et l'importance de l'entreprise.
Un morceau de pagne à l'effigie de leur école INET a été produit sous leurs yeux. La découverte a beaucoup émerveillé les élèves. Je vois que c'est une chance de disposer de ce genre de société. Et vraiment, c'est un joyau que tout le monde devrait s'intéresser. Ça peut m'aider. Par exemple, nos études vraiment nous conseillent d'entreprendre. On ne sait pas, peut-être on peut rêver à partir de maintenant de créer une usine comme ça et vraiment de pouvoir faire travailler les Nigériens parce que c'est de ça aujourd'hui on a besoin. C'était vraiment une belle journée. J'ai vraiment apprécié cette entreprise. Au niveau BTS 1, donc je pense avoir bientôt aussi une entreprise comme l'Enitex pour pouvoir amener les hommes à consommer les produits nigériens. C'est un grand jeu pour moi de venir visiter une grande entreprise nigérienne comme celle-là. Et je trouve que vraiment c'est un acquis pour moi. Pourquoi? Parce que dans mes études, toujours on me parle des infrastructures, des usines. Je n'ai jamais vu comment la production se passait. Et maintenant, je suis là devant, je vois comment ça se réalise. Je vois du pain, je vois mes parents, mes mères, ma mère, c'est-à-dire les femmes portent le pain. Je ne sais pas comment ça se produit, comment la production a été faite. Et vraiment, c'est un plaisir pour moi de voir maintenant la réalisation, le concret que là devant moi. Et vraiment, j'ai un conseil que j'ai à donner à mes frères nigériens et toujours les sœurs nigériens, c'est de venir consommer nos produits nigériens. Parce que économiquement et socialement, parce que c'est des produits que nous produisons, pas parce que on les produit pour nous-mêmes les Nigériens, pas pour l'extérieur. Donc je donne un conseil à nos frères et sœurs nigériens de venir vers l'Enitex. Ils font une très bonne production. Et vraiment, le prix est abordable. Donc pourquoi ne pas venir acheter nos produits? C'est un acquis aussi pour nous les Nigériens. Ainsi donc, ces élèves sont mieux outillés pour bien préparer leur mémoire, ce qui témoigne du souci de l'INET pour la réussite de ses élèves et étudiants. L'INET, c'est l'innovation en continu. Le cadre permanent de réflexion et d'action des syndicats de l'enseignement CEPRAS était ce matin en assemblée générale à la MJC Djadou Sékou. Cette assemblée générale est relative aux engagements pris par le gouvernement qui restent sans solution et la suspension des enseignements du spécial A et B. Plus de précisions avec Nafis Zakou et Omar Moussa. Cette assemblée générale du cadre permanent de réflexion et d'action des syndicats de l'enseignement CEPRAS vise à informer l'opinion nationale et internationale des engagements pris par le gouvernement toujours en souffrance. Et le CEPRAS l'a rappelé aux autorités. Au mois de mars 2013, un protocole d'accord additionnel a été signé avec la partie gouvernementale. Un protocole d'accord qui s'articule autour de 4 points. À la date d'aujourd'hui, ces points restent encore sans solution. De quoi il s'agit? Il y a le paiement des rappels salaires des enseignants contractuels intégrés à la fonction publique, le recrutement des enseignants à la fonction publique. Nous avons pris l'engagement avec la partie gouvernementale d'œuvrer pour que les intimidations puissent être arrêtées afin que les enseignants puissent exercer pleinement. En dehors de cela, vous le savez très bien, puisque vous êtes victime vous-même, la presse privée, c'est les différentes intimidations, les abus de pouvoir que les autorités de la 7e République érigent en méthode vraiment de gestion. Le secrétaire général adjoint du syndicat national des enseignants du secondaire ISNES a dans son allocution évoqué la question du spécial A et B où 323 enseignants ont été suspendus. Le spécial A et le spécial B, c'est un examen qui permet aux enseignants du premier degré de s'inscrire à l'université, de faire des formations pour être reclassé en catégorie A2 ou même A1. Donc c'est dire que c'est important et ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est un examen qui a été institué en 1974. En 1974, c'est pour dire que ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais l'administration face à la situation des enseignants qui sont admis au spécial A 2012-2013 n'a pas trouvé autre approche que de suspendre, de prendre un arrêté pour les suspendre pour abandon de poste. Et vous savez ce que ça signifie abandon de poste pour l'enseignant qui est frappé d'une telle mesure?
ça veut dire que son salaire là, il paye son salaire intégralement. C'est considéré, c'est traité au même pied d'égalité qu'un détournement de deniers publics. Et nous avons dit que, lorsqu'on a rencontré la ministre, nous ne pouvons pas accepter ce traitement injuste. Donc nous avons convenu avec elle de mettre en place un comité paritaire pour examiner les possibilités de trouver une solution à ce douloureux problème. Face à cette situation, le CEPRAS compte sur le temps pour exiger des autorités en charge de l'éducation la satisfaction de leurs plateformes revendicatives. Notre pays est de plus en plus honoré dans plusieurs disciplines sportives. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a en effet officiellement reçu cet après-midi plusieurs trophées et médailles obtenus par nos ambassadeurs à 3 compétitions internationales organisées récemment. Compte rendu Michel Deji et Chez Bouguissou. La première délégation reçue par le ministre a été celle des participants à la 10e édition de la Coupe Onatel de Taekwondo tenue à Ouagadougou il y a 2 semaines. Une compétition sous-régionale au terme de laquelle le Niger a remporté la première place sur 6 pays classés. Une moisson que le président de la Fédération nigérienne de Taekwondo est venu présenter au ministre de tutelle. Sur les 8 athlètes que nous avons alignés, nous avons pu remporter 5 médailles en or, une médaille d'argent et une médaille de bronze. Ce qui nous a valu la première place au niveau du classement par équipe et également une coupe pour le meilleur combattant. Occasion pour le ministre en charge des Sports de féliciter et d'encourager vivement cette délégation et la fédération qui l'a encadrée pour leur honorable prestation pendant cette compétition internationale. Comme je l'ai toujours dit, le second ambassadeur, sinon le tout premier ambassadeur d'un pays, c'est d'abord le sport. Et quel que soit le sport, il fait retentir. Vous avez senti dans vos chairs la Nigérienne retentir, comme l'a dit le président de la fédération, par 5 fois. Alors ça, ma foi, ce n'est pas à toutes les occasions que 5 fois consécutivement la Nigérienne retentit. Donc je vous dis bravo et je vous remercie sincèrement au nom des plus hautes autorités de ce pays pour l'honneur que vous avez fait en représentant votre pays donc à cette compétition-là. La deuxième fédération reçue par le ministre est celle d'escrime, une discipline qui, malgré sa jeunesse au Niger, de par sa pratique, a permis à la délégation nigérienne d'obtenir la 3e place sur 6 pays ayant participé à Abuja, au Nigeria, au tournoi CEDEAO, tenu du 20 au 23 janvier dernier. La dernière audience a enfin été accordée à la Fédération nigérienne de tennis qui est venue présenter au ministre le jeune Ali Arzika, vice-champion d'Afrique de sa catégorie depuis 2012. Âgé seulement de 13 ans et scolarisé au centre de Casablanca, il a déjà un parcours fascinant couronné de succès qui a permis à la fédération qui s'occupe de lui d'être récemment distingué. En guise de reconnaissance pour services rendus à la nation, le ministre Abdulkarim Damalam lui a accordé une enveloppe d'encouragement et a exhorté les responsables de cette fédération à l'aider à aller encore plus loin. Le dimanche 16 février prochain, l'AS Douane, représentant du Niger à la Ligue des Champions, va recevoir en match retour le Zamalek de l'Égypte. À l'aller, le Niger a perdu 0-2 en Égypte. À 48 heures de cette rencontre, le président de ce club a animé une conférence de presse ce vendredi. Objectif, faire le point des préparatifs. Compte rendu, Hassan Saleh Mustafa et Ibrahim Abdou. Les joueurs de l'AS Douane n'ont pas droit à l'erreur ce dimanche 16 février face aux Égyptiens de Zamalek. Les poulains de Cheikh Omar Diabaté qui ont perdu 0-2 en Égypte doivent rendre le coup ici à Niamey. L'AS Douane devrait donc battre Zamalek au moins 3-0 pour poursuivre son chemin dans cette compétition. Et pour cela, toutes les dispositions sont prises. Généralement, le Zamalek, quand il se déplace, c'est qu'il a déjà un paquet de 5-6 buts marqués chez lui. Aujourd'hui, ils n'ont pas complètement leur destin en main.
Et si vous nous poussez un peu, je suis sûr que les enfants pourront se surmonter. Tout a été mis en œuvre pour que le match se passe dans de bonnes conditions, pour que le stade soit plein. Nous avons fait appel à tous ceux qui ont comme force de défense et de sécurité au Niger pour qu'ils viennent nous appuyer. Et avec le public, très certainement que nous aurons rempli le stade. Et vous savez, quand vous êtes soutenu, je crois que vous êtes survolté. Quand vous êtes survolté, il est évident que les résultats viennent. L'encadrement technique et les joueurs sont optimistes. La partie est jouable et que toutes les conditions nécessaires sont réunies pour offrir aux Nigériens la qualification au 8e de finale. Il faut y croire. Nous croyons et les enfants croient. Et je pense que si tout le monde croit que nous pouvons nous qualifier, même si on ne se qualifie pas, on peut avoir une victoire sur notre terre aussi. Il y a la cohésion, l'ambiance y est. Et vraiment, je vous assure, avec le soutien de nos dirigeants, nous sommes confiants. Nous sommes très confiants et on croit. Je profite de l'occasion pour demander au public nigérien de venir massivement au stade pour nous soutenir davantage. En tout cas, la direction générale de la douane a pris en charge les tickets et le bus seront mobilisés dans les différents quartiers de Niamey pour permettre aux supporters d'effectuer le déplacement du stade général à Seyni-Kounché pour pousser les représentants du Niger à la victoire le dimanche. Voilà, c'est sous cette note que se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi et passez une excellente soirée sur la Barrie.